Bienvenue sur Slow is Good. Repenser son business en ligne autrement pour plus d'impact. Dans ce podcast, votre ressource pour Slow Business, on parle stratégie business, marketing, productivité avec une bonne dose de human touch. Je suis Géraldine JP, slowpreneur, entrepreneur de l'extrême, ex-fondatrice de start-up. Je vous partage des méthodes, des pratiques pour entreprendre autrement, dans la joie et la... Hello! Avant de te laisser poursuivre avec le prochain épisode de Slow is Good, j'avais quelques annonces à partager. Il y a 2 annonces que je souhaitais faire. La première étant le fait que la maison numérique Blossoming est ouverte. C'est une maison d'accueil pour les entrepreneurs, pour les leaders conscients, pour les visionnaires et aussi pour les personnes qui se considèrent comme des managers et acteurs de changement. Ce que l'on souhaite à travers cette maison, c'est un espace de rassemblement, un espace de découverte aussi, un espace d'exploration divers et variés, avec des sujets divers et variés qui tournent autour des arts, autour de l'entrepreneuriat, autour de la créativité et autour de la spiritualité. Alors, certains sujets seront rassemblants, certains peut-être seront polarisants, mais l'objectif en fait de cette maison, c'est de pouvoir s'asseoir ensemble, débattre, discuter, avancer et progresser. Alors si tu découvres la maison Blossoming a pour but de permettre aux entrepreneurs, aux leaders conscients, aux slowpreneurs et aux visionnaires de connecter, de réseauter, de s'impacter, d'avancer ensemble, de s'entraider, de demander du soutien, de célébrer et de blossommer. Alors cette maison, elle accueille gratuitement en dehors des murs de Meta chacun d'entre vous avec vos différentes aspirations, votre diversité, votre multiculturalité, le multilinguisme aussi, parce que personnellement j'habite à Montréal et on vit dans un univers multilingue aussi, et aussi de par mes origines j'ai aussi grandi et évolué dans un univers multiculturel, multilingue aussi, et imprégné de diversité. Et la maison Blossoming, c'est ça, c'est accueillir tout un chacun dans le respect de tout un chacun. La maison Blossoming, c'est oui de l'entrepreneuriat, parce que je considère l'entrepreneuriat, le slowpreneuriat, comme une sorte de canevas avec un champ des possibles infini. C'est aussi un champ de pratique avec un incubateur pour se former, pour s'éduquer sur certains sujets, certaines méthodes, certaines pratiques en toute sérénité. C'est aussi une possibilité de s'évader à travers des activités qui ne sont pas entrepreneuriales, des activités qui tournent autour des arts. Personnellement, je pratique la harpe et de plus en plus de harpe thérapie afin de communiquer en fait ces notions de bien-être à travers le son, ce qu'est la sonothérapie. Alors l'idée, c'est de rassembler en fait sous une même maison, sous un même toit ou sous une même bannière, cette notion artistique, cette notion de créativité entrepreneuriale et cette notion de sérénité et de co-création. Et cette maison, c'est la tienne. Tu peux en faire ce que tu as décidé qu'elle serait en amenant tes couleurs, tes saveurs et tes envies aussi, tout en respectant chacune des pierres qui auront été posées par tout un chacun, ce qui est très important pour moi. Je t'invite à cliquer sur le lien qui sera disponible dans les show notes pour justement entrer et commencer à partager. Alors c'est la veille de fête, avec tous les changements impactant le Québec en ce moment, il a fallu que je réorganise mon agenda et c'est pour ça que je fais ce partage maintenant.
Et si tu le souhaites, il y aura à disposition au sein de la maison Blossoming 2 activités. Alors, l'activité en cours est The Blossoming Experience, The Path to Gratitude, qui est accessible jusqu'à la fin de ce mois de décembre. Et il y aura aussi Opsis Vision, qui est une manière différente et très joyeuse et festive et très collaborative autour de la création je dirais, d'un champ de vision pour 2024. Donc si tu souhaites rejoindre cette masterclass, tu auras la possibilité de le faire. Elle est accessible à tous, entrepreneurs en devenir, entrepreneurs confirmés ou pour ceux qui ne sont pas entrepreneurs. Et elle aura lieu le 27 décembre à 11h45. Et comme tu le vois, Blossoming, c'est un vivier d'événements, des événements qui sont en ligne, des événements qui sont hors ligne, des événements qui ont pour but de rassembler, de soutenir, de célébrer pour tous ceux et celles qui y trouvent le besoin. Et dans un deuxième champ d'information, je voulais partager le fait que c'est les dernières heures que ce volet de Slow is Good vit. À partir de janvier, le podcast va changer et prendre un caractère un peu plus intime, avec des partages qui sont plus associés à la vie et la voix de Géraldine JP en tant que serial slowpreneur. Il y aura beaucoup de choses à partager, des projets en cours de création, en cours d'évolution et de transformation. Et j'ai envie de vous en partager des petits morceaux. On gardera bien sûr la formule d'interview que j'affectionne particulièrement, mais qui sera peut-être un peu moins développée que sur ces dernières années. Alors sur ces derniers mots, je veux prendre le temps, malgré l'atmosphère ambiante peut-être chargée, je veux te souhaiter de très joyeuses fêtes. Je veux pouvoir t'insuffler beaucoup de sérénité, beaucoup de bonheur. Et puis, si tu n'as pas le temps pour l'écoute d'ici la fin d'année, on se revoit avec un tout nouveau Slow is Good à partir de 2024. Une très très belle écoute. Hello hello, bienvenue pour un nouvel épisode de Slow is Good. Aujourd'hui, j'ai la fondatrice du festival Fika qui nous a rejoint pour nous parler de son comment, son pourquoi, sa transmission à travers ce festival. Bonjour Christelle. Bonjour. Comment vas-tu? Bah ça va comme un mardi matin, ça va bien. Écoute, oui, on tombe ici à Montréal dans l'hiver et ça commence à se faire sentir, les choses ralentissent, les feuilles tombent, etc. Avant d'aller plus loin dans les questions des températures montréalaises, est-ce que tu peux nous dire qui tu es? Ouf! Ah! Alors, commençons du début. Non, ben moi je suis française là, comme on l'entend dans mon accent. Je suis née à Lyon il y a 44 ans. Après j'ai grandi dans le sud, à côté de Toulon, mais dans les terres, donc dans un petit village qui s'appelle Néoul et où Mmh. ma mère vit toujours là-bas. Donc quand je rentre en France, je rentre à Néoul et ben je le dis avec l'accent. Et après, j'ai étudié à Nice pendant 4 ans. J'ai fait enfin, j'étais à l'université en art communication langage parce qu'à l'époque, je voulais devenir journaliste sportive. Et, Mmh. et donc, c'est ça, j'ai fait 4 ans d'ACL, comme on appelait ça. Ensuite, je me suis dit, cette formation, peut-être que j'aurais besoin de plus me spécialiser en journalisme. Et j'ai intégré l'IUP de journalisme à Lyon, Mmh. donc à Lyon 3, la manufacture des tabacs. J'ai fait 2 ans là-bas, donc à l'époque, parce que voilà, maîtrise DESS. Aujourd'hui, je crois que c'est DESS, c'est une maîtrise en fait, au Mmh mh. final. Mmh. En tout cas, donc et puis ensuite, c'est là que la la galère a commencé. J'ai été diplômée en 2002 de journalisme. Impossible de trouver du travail, mais impossible, hein. Et pourtant j'ai cherché. Donc pour pas devenir folle, parce que là j'étais de retour à Néoul et tout, à 25, 20, 23 ans chez ma mère. Bon, j'aime beaucoup ma mère, mais à un moment,
Donc du coup, Hem, comme je trouvais pas de travail, j'ai eu la chance d'obtenir une bourse de la région PACA qui offrait en fait la chance d'être formée pendant 4 mois avec d'autres jeunes comme moi qui trouvaient pas de travail et c'était la formation phage, une formation qui a changé ma vie et après on avait une bourse pour aller faire un stage à l'étranger pendant 6 mois mmh et mh. je suis partie faire ce stage-là en Italie, pour la Festa del Circo, de Brescia, c'est une ville en Italie et j'ai découvert le cirque contemporain et je suis totalement tombée amoureuse de cette discipline et bon, face aux désillusions du monde du sport et tout ça, je me suis dit: «Bah, peut-être que les arts de la scène, ça te plairait» et puis j'ai commencé aussi du coup à m'intéresser aux arts de la scène et la vie a fait que j'ai atterri au Canada, au Québec, on va dire ça comme ça plutôt et j'ai trav ouh là, non. Ah! Il y a du montage ou pas? Je peux Parce que monter, ouais. c'est ça, excuse-moi. Heu, est-ce que je recommence du début? Enfin du début, ça fait long. C'est comme tu veux, reprends où tu veux. OK. Hem, donc c'est ça, j'ai eu un stage de 6 mois en Italie où j'ai appris l'italien et où j'ai découvert, une discipline pour laquelle je suis tombée amoureuse, donc c'est, le cirque contemporain. C'était un art que je connaissais absolument pas. Pour moi, à l'époque, le cirque, c'était des éléphants, des ours, des lions et ça s'arrêtait là. Et là, j'ai découvert tout un autre art et je me suis dit: «Oh mon Dieu, c'est je veux travailler là-dedans». Bon, après, comme moi, j'avais eu des diplômes en com et en journalisme, je me suis dit: «Autant faire des coms». Ça a jamais été la passion de ma vie, les coms, mais bon, je savais faire ça. Donc, après la vie a fait que je n'ai toujours pas trouvé de travail en France. Alors je suis partie à Londres, améliorer mon anglais. Je ris parce qu'en fait, j'ai plus amélioré mon italien à Londres, en fait, avec les connaissances qu'on fait et cetera. J'ai passé 4 5 mois, mais formidables et comme quoi il y a pas d'hasard dans la vie. Là-bas, j'ai rencontré un ami qui m'a dit: «Moi, je suis à Londres parce que j'attends ma résidence permanente pour le Canada». Et puis, du coup, je lui ai demandé un peu: «Ah tiens, le Canada, c'est peut-être une bonne idée et tout, tu as payé combien pour ta résidence et tout ça?» Puis après, lui, après Londres, moi, je suis rentrée encore en France. Lui, il est parti au Canada, puis il arrêtait pas de me dire: «Mais viens ici, c'est trop bien, allez» et cetera. Donc là, j'ai obtenu un stage avec l'OFQJ, l'Office franco-québécois pour la jeunesse Mmh. et l'aventure, québécoise a commencé là. J'étais partie avec mes petites valises pour 3 mois et ça fait 17 ans que je suis ici. Et c'est ça, donc j'ai travaillé au début pour, l'Institut culturel Avatak, qui est un institut culturel inuit et donc on Mmh. avait monté la première. Moi j'étais la coordonnatrice, on avait monté le musée des Pingualuit à Kanisujuak, Mmh. de Montréal, hein. J'étais pas à Kanisujuak. Bah, Faut j'ai préciser adoré qu'il y a un peu travailler de là-bas. distance, il y a un peu de distance entre, C'est ça! J'ai même pas pu malheureusement aller à l'inauguration de l'exposition parce qu'un vol là-bas, c'est je sais pas, c'est 4 000 $ là ou quelque chose comme ça. Donc, Mmh. mais il y a sur l'exposition, il y a mon nom quelque part dans le nord. Donc, Mmh. donc ça a été une super expérience. J'ai vraiment beaucoup aimé ça. Je leur dois beaucoup. C'était le Mmh. fun. Ils m'ont réconcilié avec le monde du travail parce qu'on s'entend que en cherchant pendant 3 ans en France, on commence à perdre un petit peu confiance en soi, on va pas se mentir là. Ouais, Et non, les c'est choses ont vrai. été tellement faciles ici, donc ouais, c'est ça, j'ai fait mon stage, à Sherbrooke, via l'OFQJ. Après j'ai tout au bout d'une semaine, quand ce stage s'est arrêté, j'ai trouvé, à l'Institut Avatak. Puis après les choses Mmh. se sont enchaînées comme ça. Après il y a eu l'école de cire de Verdun, Mmh mh. où j'ai travaillé pendant 2 ans, 2 ans, oui. Ouais. Et ensuite, il y a eu c'est là que je suis rentrée dans le monde fabuleux de la danse contemporaine. Donc j'ai quitté l'école de cire de Verdun pour devenir la coordonnatrice des communications de la compagnie de danse Marie Funard Mmh. et j'ai encore découvert tout un univers que je ne connaissais absolument pas. Moi, ce qui me plaisait, c'est que c'était les arts de la scène. Les arts de la scène, c'est quelque chose, même si j'ai toujours adoré le sport et que j'ai travaillé beaucoup Mmh mh. pour être journaliste en sport et que j'ai travaillé, en football, dans le domaine du foot. J'ai toujours aimé les arts de la scène, ça a toujours fait partie la musique, le cinéma, le théâtre, ça a toujours fait partie de qui je suis Mmh mh. et et voilà, même si je connaissais pas forcément la danse contemporaine, au final, surtout en com, une fois que tu as compris.
Ça paraît simple comme ça, mais ça l'est pas tant. Mais une fois que tu apprends à comprendre la vision de la personne pour qui tu travailles, la vision artistique, si le travail est toujours le même, que tu travailles pour en communication pour un chorégraphe, pour un metteur en scène ou pour un chanteur, Mmh. quand tu connais les bases de la communication, bon, bah, tu qui sont basées sur l'écoute, hein, parce qu'il faut vraiment rentrer dans la tête de l'artiste pour lequel tu travailles. Bah, ça se passe bien, puis j'ai eu des collègues formidables, ça a été vraiment chouette comme expérience. Puis je suis restée 3 ans Mmh et mh. après ça, j'ai travaillé pour, Ginette Lorrain qui avait une autre compagnie de danse contemporaine au Vertigo Mmh. et après ça, Ginette Lorrain est partie à la retraite et elle a travaillé sur une transformation de son entreprise. Mmh. Donc c'était une compagnie de danse et c'est devenu un centre chorégraphique. Donc moi, c'était le fun parce que je suis restée dans la même structure, mais j'ai eu la chance du coup d'avoir 2 travails, on va dire 2 missions différentes. Mmh. Donc on travaille plus pour un chorégraphe, mais on travaille pour un centre chorégraphique qui se dédie à la communauté de la danse. Donc c'était le fun de pouvoir découvrir autre chose, parce que j'aime bien, c'est pas que j'aime bien changer, mais j'aime bien évoluer ou au Mmh. moins évoluer la vision, en termes de communication parce qu'autrement ça peut devenir très redondant assez vite et j'ai Ouais. fait ça pendant, donc je suis restée 10 ans au Vertigo Danse, 3 ans pour la compagnie de danse et après 6 ans pour, le centre de création. Puis j'ai quitté en début septembre justement pour me dédier à ce cher festival, le festival FICAS que j'ai créé en 2016 en parallèle de mon vrai travail. Puis on va Mmh. sûrement, donc voilà, toute cette grande aventure pour arriver Oui, alors j'avais même au pas envie de festival FICAS. t'interrompre, une seule seconde parce que c'est assez palpitant. En fait, tu as vécu, beaucoup de vies finalement professionnelles, pour en arriver à la création, de ta propre aventure culturelle. Alors la réalité, c'est quoi FICA, en fait? Avant même d'aller plus loin, c'est quoi FICA? Parce qu'il y a peut-être quelques personnes qui ne connaissent pas encore et ne sont pas familières avec le Ah, c'est festival. sûr, on a encore un petit festival. Alors, c'est un festival qui met en lumière les arts nordiques, mais plus précisément, on essaye de faire des ponts avec les artistes scandinaves et les artistes, locaux d'ici. Alors, comment c'est v oh, comment c'est venu? Alors parce qu'en fait, il y a plusieurs choses. Il y a la structure du festival et puis l'idée de base. L'idée de Mmh. base, en fait, elle est venue d'une manière un petit peu originale, c'est que, à côté de ça, bon là, on a parlé de la danse contemporaine, du cirque et cetera. Mais moi là, ce qui m'a toujours tout en fait, c'est que je sais même pas, enfin si, je le sais très bien, la musique a toujours fait totalement partie de qui je suis. C'est mon ADN, c'est tout. Je me souviens, mon oncle m'avait acheté en 1982 le premier Walkman de Sony, vraiment le premier, hein. Si on tape premier Mmh. Walkman de Sony, c'est le bleu avec le petit bouton orange. Moi, je l'ai eu. Malheureusement, je crois que je l'ai jeté et Ah, je m'en veux c'est parce une pièce qu'il doit valoir de d'anthologie. l'or aujourd'hui. Et vraiment, tout le monde trouve ça dingue. Ils me disent, mais pourquoi ton oncle t'a acheté ça à 2 ans? Et je m'en souviens très bien. C'est l'un des premiers souvenirs que j'ai. Je- Enfin, ma mère m'avait pas mis le son, justement, parce qu'on avait les Les casques, petits mais je me souviens ouais. très bien, je suis assise sur le divan de mes parents, je fais semblant d'écouter de la musique avec mon Walkman. Et, et voilà, et puis mon oncle est aussi un grand, grand passionné de musique, donc il faisait plein de compiles à mon père, puis mon père écoutait beaucoup la musique aussi, le Mmh. week-end et tout ça, donc la musique a toujours fait partie de qui je suis. Moi, Mmh. mon rêve secret, ça aurait été d'être chanteuse. Heu, Mmh. Mmh. Vraiment. Enfin secret, non, en fait, beaucoup de monde le Non, le maintenant tout le monde savent, sait. mais oui, je et donc tout ça pour dire que moi, la musique, c'est vraiment quelque chose que j'ai en moi extrêmement. Et bah, bon, dans les années en 2004, je crois, mon chanteur préféré qui s'appelle Elliott Smith, malheureusement, est décédé et j'ai toujours eu ce regret-là de ne pas le voir en concert. C'est quelque Mmh. chose, je m'en veux parce qu'en 2000, il est passé à Paris, puis je me suis dit: «Ah, j'aurai toute la vie pour le voir» et j'ai Mmh. laissé cette occasion-là. Donc du coup, traumatisme, depuis, je me suis juré de toujours, toujours aller voir tous les gens que j'aime en show. Mais vraiment, hein, je peux aller aux États-Unis, pour, une soirée et aller voir mon show. Là, d'ailleurs, je vais dans le Colorado en septembre prochain. Je suis voilà, tout la musique passe avant tout dans ma vie. Ouais. C'est un petit peu, je sais pas, c'est peut-être un petit peu
Je suis peut-être un peu C'est une plus que c'est psychopathe. plus c'est peut-être plus que de la passion là, c'est de la dévotion à ce Il niveau-ci. paraît, ouais, il paraît, c'est ce qu'on dit dans ma famille, mais je suis Mmh. tellement comme ça que je me force pas et tout ça pour dire qu'il y avait moi, j'ai comme un podium de bah, maintenant ils sont 4, mais il y a que 3 places là, mais pendant longtemps, j'ai eu comme un podium de mes 3 artistes, préférés, vraiment. Puis donc moi, le premier était décédé, le 2e, je l'avais vu en concert à Montréal. D'ailleurs, Montréal fait partie de ces villes-là que j'ai choisies dans ma vie. Pourquoi j'y suis restée? Parce que en termes, à l'époque surtout, de plateforme musicale, c'était Ouais. le rêve pour moi. Moi, en Mmh tant mh. que petite Française qui adore la folk américaine, jamais j'aurais pu penser que j'allais voir tous les gens que j'ai vus à Montréal. Et là, quand j'ai vu ça, je dis: Mmh. «C'est bon, je reste, c'est clair, c'est sûr, c'est chez moi». Alors En je tout pense que cas, tout ça tu pour tu dire que le troisième que j'adore, qui s'appelle Christopher Astrom, qui est suédois, mmh bah, il était jamais venu à Montréal et je voyais qu'il faisait des tournées en Allemagne beaucoup parce ouais, donc les Suédois font souvent des tournées en Allemagne, en Suisse un peu. Il était peut-être venu une fois en France et moi, comme je vivais ici, je m'étais dit: «Bon, je peux aller en Suède le voir, il y a pas de problème, je le ferai un jour». Mais je cherchais, je me dis: «Mais c'est bizarre, je suis sûre qu'il y a un public pour lui ici, pourquoi ça fonctionne pas?» et cetera. Enfin bon, un jour je lui ai écrit alors ça fait psychopathe, hein, c'est vrai, j'avoue, mais ça va bien, je suis quelqu'un d'équilibré en vrai, hein. Un jour, je lui ai écrit sur Facebook. En plus, c'est bizarre parce qu'à l'époque, c'est pas comme sur Instagram où maintenant tu peux parler facilement aux gens. En tout cas, Oui. pourquoi je lui ai écrit ce soir-là, je ne sais pas. Je lui ai écrit, mais je comptais même pas avoir une réponse. Je voulais juste lui dire que j'écoutais une chanson à lui et cette chanson, elle me ravivait tellement le cœur que juste je voulais lui dire: «Moi, j'ai besoin de m'exprimer dans la vie». Donc voilà, il fallait juste que je lui dise. Et il me répond, il me dit: Mmh. «Bah, je suis jamais venu à Montréal parce qu'on m'a jamais invité». Alors moi, au début, je rigolais, je me dis: «Ah, bah, c'est bon, je vais l'inviter, ta ta ta». Je racontais ça à mes amis et ma grande sœur qui a fait sa thèse sur les peuples samis, en Suède, enfin sa thèse, elle l'a fait à Cambridge, mais les peuples samis enfin, sont suédois, norvégiens, finlandais et il y en a aussi en Russie. Elle me dit: «Mais tu sais, les pays scandinaves, ils ont peut-être des fonds pour faire rayonner, enfin non, elle m'a dit: «Ils ont des fonds, ils aiment faire rayonner leur culture à l'international, tu devrais te renseigner» et ça et elle m'a dit ça, puis moi je me suis dit: «Tiens, je vais me renseigner, mais ça, je vais faire ça en tant que loisir». Donc Mmh. pendant des années, je sais pas combien d'années, peut-être 3 4 ans, des fois, quand j'avais rien à faire, je regardais sur internet, je cherchais toutes les personnes à Montréal qui avaient un rapport avec la Scandinavie, les professeurs, Mmh, mmh mh. les journaux, les trucs. Je sais pas, je faisais même mon petit Excel, je dois encore l'avoir quelque part, où je mettais toutes mes notes comme ça, boum, 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 je mettais mes notes, mais ça a duré des années, hein. Et je ne sais pas pourquoi, je n'ai aucune idée. J'ai cherché dans mes courriels, je trouve pas le moment. J'ai retrouvé le courriel où j'ai écrit à des amis parce qu'en fait, je parlais souvent de ce projet-là et puis j'avais plein d'amis qui me disaient: «Ah, ça m'intéresse, si un jour tu te lances, moi j'aimerais bien, t'appuyer dans le projet» et cetera et donc je me souviens très bien d'avoir écrit à ces gens-là et de leur dire: «Bah, écoutez, si vous voulez, moi j'ai ce projet-là. Évidemment, je veux créer» parce que comme je travaille en culture, je sais quand même créer, enfin, je sais ce dont on a besoin, donc je voulais créer un organisme vraiment culturel pour faire le festival et donc Mmh. je leur ai proposé de faire partie du CA. Et mais voilà, pourquoi un matin je me suis réveillée en me disant: «C'est ce jour-là», j'en ai aucune, mais aucune, aucune, aucune idée. Aucune. Et Tu as on a été décidé frappée par la passion. ah ben oui, non, je c'est vraiment très bizarre, je j'arrive pas à me souvenir et puis donc ils ont embarqué à cette époque-là, donc il y avait Ariane, Josiane, Yannick et j'espère que j'oublie personne. Je crois qu'on a démarré à 4. Et et je les remercie aujourd'hui parce que, ils sont plus dans l'organisme, mais quand même, avoir des personnes qui se disent: «Hey, je vais prendre un peu de mon temps parce que je crois en ton idée», ça change Mmh. beaucoup de choses, en Ah mais fait. clairement, clairement, Ça, la plupart, des entrepreneurs fonctionnent tout seuls, sans personne et puis un jour ils lèvent la main parce que, bah, il y a trop, c'est difficile, ça c'est challengeant donc oui. mais c'est en fait, moi, c'est surtout c'est peut-être pas forcément au niveau de du travail, mais c'était au niveau de: «Ah ouais, cette idée que j'ai,
elle semble pas si idiote s'il y a des gens qui sont prêts à embarquer, en fait. Mmh. Parce que même mon cercle d'amis, même je me souviens quand je suis partie de chez Marie Chouinard, avant au Vertigo, j'ai eu comme une semaine où je savais pas quoi faire et une amie à moi, Christa, m'a dit: «Mais c'est génial, tu vas pouvoir faire ton festival». Moi je me dis: «Mais de quoi elle me parle? Qu'est-ce qu'elle raconte? Ça existera pas». Mais le fait qu'elle le dise à voix haute et que ça soit plus Ouais, dans ma tête, je me suis ouais, dit: «Ah, si Christa y croit, peut-être en fait que ça peut se matérialiser dans la vraie vie». Parce que moi au ouais. début c'était comme juste un rêve, oh j'y pense de temps en temps, ça m'occupe, ça occupe mes loisirs, je fais mon petit Excel. Mais moi dans ma tête là, ça devait Mmh. pas exister en vrai, hein. C'est, Il me semble qu'en anglais, on dit «Words are like spells». Tu sais, les mots sont comme un sort, tu sais, quand beh, tu franchement ma mère m'a toujours dit ça, quand j'étais petite: «Fais attention à ce que tu dis, ça se réalise». Mais je pense que en vrai, et ça m'embête de le dire, hein, mais je crois qu'elle a raison. Parce que vraiment, c'est en disant les choses que, que d'autres personnes écoutent et d'autres personnes entendent et puis ça devient réel. Mmh. Vraiment, c'est la franchement ce festival-là en est la preuve parce que vraiment, il y avait vraiment peu de chances pour que ça soit un jour, Mais alors ce que c'est justement, devenu. donc la création, tu as eu vraiment le soutien, d'un premier cercle qui t'a permis de mettre les 1 bases. Ça, c'est une première chose. Mais ensuite, on sait aussi que, bon, Montréal a un vivier de festivals qui est quand même assez important. Donc ce qui veut dire qu'il y a vraiment une vraie industrie du festival, d'un point de vue touristique, d'un point de vue culturel, parfois d'un point de vue impact et social. Comment justement on développe un festival comme le tien, mais qui a aussi cette envergure et cette volonté d'impacter, d'apporter du divertissement, mais un divertissement culturel de qualité, mais qui impacte aussi d'un point de vue socio-environnemental. Ah, alors, du point de vue socio-environnemental, là, au début, parce que donc il y avait le CA, voilà, il y avait le CA, mais il y avait aussi des amis à moi à qui je dois énormément, qui ont vraiment Hmm. travaillé, voilà, les petites mains là, parce que c'est ça, il y a le CA qui, tu sais, qui décide les grandes Peut-être orientations du préciser c'est festival. quoi le CA, parce qu'il y a des gens qui nous écoutent un peu partout dans le monde Ah, et tout le monde ne sait pas ce qu'est un CA. ah, ok. C'est en fait, quand j'ai eu l'idée du festival, j'ai voulu créer pour que ça soit plus simple en fait, et puis aussi parce que je m'étais dit, on est personne, on est rien. Donc, crée une entreprise culturelle, parce qu'au moins on aura, c'est bête, mais au moins on aura le numéro d'entreprise et je pourrais prouver que ça a un petit peu de sens mon affaire, même si on Mm. n'existe pas encore. Et donc on a créé au Québec, ça s'appelle un organisme à but non lucratif. Mhm. Donc c'est, ah, je sais même pas comment j'expliquerais. En fait, moi, je suis allée directement par là parce que j'ai toujours travaillé pour des organismes à but non lucratif, justement, en culture, parce que c'est des organismes qui peuvent avoir accès à des subventions du gouvernement, donc enfin, de tous les paliers de gouvernement, donc que ce soit le Conseil des arts de Montréal, le Conseil des arts du Québec ou le Conseil des arts du Canada. Mais après, il y Mhm. en a d'autres, hein, il y a Patrimoine Canada, il y en a tout plein. Je vais vous éviter toutes ces recherches incroyables. Mais donc, on va dire, j'ai peur de me tromper, mais on va dire que c'est le plus simple, en tout cas, pour lancer un projet culturel. Mm. Et donc, l'entreprise même s'appelle Diffusion culturelle efficace, mais Mhm. son premier projet, c'est le festival efficace, mais peut-être qu'il y aura d'autres projets plus tard, Ouais. si la vie veut bien aller de ce côté-là. Et excuse-moi, je suis partie dans les OBNL et ta, ta, Les ta, ta. comités. Les Oui, donc comités. j'ai créé, voilà, l'OBNL, en fait, donc c'est mon idée, je suis la fondatrice, il y a pas de problème, mais ça reste, en fait, géré, en vrai, par quelqu'un qui est au-dessus de nous. Il y a Mm. toujours un conseil d'administration, qui gère, en fait, la direction. Mhm. Elle est en fait, qui gère, en tout cas, qui Qui fait attention contribue. à ce que les orientations qui ont Ouais. été décidées au début soient respectées, en fait. Ouais. Donc, en gros, quand on a des réunions de conseil d'administration,
j'explique au festival, aux membres, en tant que directrice, bah, comment va le festival, financièrement, de manière éthique, de manière, toutes les grandes orientations en fait qu'on s'est données, de faire attention. Mais à côté de ça, moi j'ai été aidée par énormément de bénévoles slash amis. Bah surtout, en fait, c'est ça avec Ficas. Les amis sont devenus bénévoles, les bénévoles sont devenus des amis. Enfin bon, on est une grande famille. Et j'avais un ami à moi, Cédric, qui a vraiment, 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 vraiment compté dans la création de ce festival. Je lui dois Ouais. énormément. Et lui, c'était important pour lui qu'on s'implique en termes de, en fait, qu'on ait toujours en tête l'impact écologique du festival. Ouais. Euh, donc, alors c'est sûr, hein, bah non, c'est même pas qu'on a des petits moyens. À cette époque, on n'avait pas de moyens. Mmh. Mais ce qu'on a fait, c'est qu'on a pensé le festival avec cette envie-là de dire, OK, je vais faire venir des gens de Scandinavie en avion pour faire un show. La première année, on avait 3 artistes le même soir, donc c'était 40 minutes de show. On va pas se mentir, à un moment, c'est la vérité. Et moi, je me dis, ah, putain, j'assume pas tant ça. Les faire venir pour un voyage comme ça, c'est 10 heures, je pense. En termes de gaz à effet de serre, on se dit, bon, quelque part, on aurait pu se dire, on est petit, on a que 3 artistes qui viennent de l'étranger. Mais après, je me dis, mais si tout le monde pense comme ça, si Ouais. nous, on pense comme ça, comment pensent les plus gros festivals? Je ne sais pas trop comment ils pensent d'ailleurs. Mais Mmh. moi, il y a quelque chose, je serais certains festivals, voilà, je vais pas commencer à dire de non. Je sais pas, il y a des choses que j'assumerais pas. Je parle même pas de festivals québécois ou canadiens même, hein. Mais faire venir tel artiste, telle star que tu vas payer 2 millions pour une 45 minutes de show en hélicoptère, moi je l'assume pas. C'est Mmh. clair. Moi je ne l'assume pas. Mais de toute façon, je n'en suis pas là. Donc au moins, je n'ai pas à prendre ce genre de décision. Mais ce que je voulais dans ce cas-là, je m'étais dit, bah, les gens ils viennent de loin. J'avais remarqué avec ma petite étude que bah, les artistes scandinaves, oui, les plus connus viennent en Amérique du Nord, les 5 plus connus, Mmh. Björk, Sigur Rós, enfin voilà. Mais parce que quand je parle de scandinave, je parle de scandinave et nordique. Donc Ouais. il y a aussi l'Islande. Mais il y en a plein qui n'ont pas l'occasion de se déplacer en Amérique du Nord, etc. Et je voulais pas les faire déplacer juste pour rien. Donc je me suis dit, bah, ce qu'on sait, c'est qu'on est petit, on n'a pas de réputation, on n'a pas de festival, on n'a pas d'argent, on est tout nouveau. Bah, ce qu'on va faire, c'est comment on va bien les accueillir. Donc Mmh. du coup, je me suis concentrée, on s'est dit: «On va leur offrir une semaine à Montréal», même s'ils viennent pour un show à la fin, pour une presta de 40 minutes. Ce que je veux, c'est qu'ils reviennent, qu'ils sortent de là et qu'ils se disent: «Ah bah tiens, je connais vraiment Montréal, je connais vraiment ces rues, je connais vraiment Mmh. ce bar-là, j'ai vraiment eu du fun et j'ai envie de revenir en fait.» Et donc on remplissait 2 missions en fait. C'est, ils se déplacent, mais pas forcément pour rien. Ils vont vraiment investir le temps Ouais. avec lequel ils se déplacent. Et Et investir aussi dans le rayonnement local aussi, finalement. ben, j'espère, en tout cas, moi, tous les artistes qui sont passés par Ficas, ils me disent toujours: «C'est ma ville préférée en Amérique du Nord et je veux revenir.» Et ça, j'y tiens vraiment. L'accueil qu'on leur offre, puis en fait, on peut offrir un super bon accueil, bah, on en est la preuve, hein, sans être riche, sans rien. C'est, je me Ouais. souviens la première année, on avait, c'était l'idée d'Ariane, si je me souviens bien. On avait acheté des bières locales, on voulait leur montrer aussi des choses locales de Montréal. La deuxième année, on avait fait une collaboration avec l'avenue du Mont-Royal. Ils nous avaient donné des bons pour que les artistes puissent aller manger dans les restaurants de l'avenue du Mont-Royal, etc. Et je trouve ça super, en fait. Et Mmh. donc, du coup, je me dis, il reste une semaine. Ah oui, on leur offre aussi la carte de métro de Montréal pour qu'ils puissent Ouais. aller où ils veulent pendant une semaine, etc. Ouais. Euh, donc, c'est ça, c'est qu'en leur offrant une expérience, donc, OK, on va t'offrir une expérience d'une semaine à Montréal, je me dis, bah, moi, en termes de gaz à effet de serre, je m'en veux un peu moins parce que c'est pas un one shot. On va, Ouais. on consomme ce que ce qu'ils ont à nous donner et on s'en va. Parce qu'en Mais fait, on- avec cette volonté-là, justement, d'avoir plus d'impact que juste faire déplacer des artistes pour un set qui est relativement court,
en fait, finalement, tu as une mission qui est double, c'est-à-dire faire un échange de transmission en termes de culture. Alors là, ça me permet de poser une autre question, justement, qui est, bah, finalement, c'est quoi la symbolique que tu mets derrière cet échange, cette transmission entre deux cultures complètement différentes et peut-être même, je dirais, une troisième, puisqu'il y a aussi ta culture française qui se rajoute à travers tout cet échange. Mais justement, c'est ça, au tout début, parce que ça a évolué un peu avec le temps, ma réflexion là-dessus. Euh, Au tout début, voilà, je voulais vraiment qu'il y ait un échange avec les artistes donc d'Europe du Nord qui venaient ici, parce que au début, je me dis, mais c'est en fait, pourquoi l'Europe du Nord aussi, etc. C'est qu'à un moment, on était, je sais pas, enfin, là, je fais un, mais je vais revenir. On était en hiver et puis je me disais, moi, voilà, je viens du sud de la France. Mes parents sont d'origine africaine et tout. Je marchais là sous la neige. Je dis, qui c'est qui comprend ce qu'on est en train de vivre en hiver, quoi? Là, je me dis, ah, les pays scandinaves, ils doivent quand même Bah, comprendre ce qu'on vit. un petit Je peu dis, quand ah, même. tiens, c'est un petit point commun. Et après, j'ai connu en fait Daniel Chartier, qui est Mhm, professeur à l'UQAM, qui mhm, travaille sur l'imaginaire du Nord mhm, et développe beaucoup la notion de nordicité. Nordicité, en fait, c'est le fait de vivre, j'espère que je ne me trompe pas, non, c'est le fait de vivre sur un territoire nordique. mhm, Donc, en fait, ce qui est important, comme moi, par exemple, je suis française, mais clairement, j'ai d'autres racines. Si on me voit, on, se- on peut croire que je sais pas, que je suis haïtienne, que je suis africaine, que je suis américaine, j'en sais rien. Et, euh, et je me dis, et ce que je voulais, parce que c'est quelque chose qui m'intéresse moi dans la vie, c'est que forcément les Scandinaves sont pas tous blonds aux yeux bleus, ou bien les mhm, gens nordiques plus largement ne mhm. sont pas tous blonds aux yeux bleus. Les gens ont des histoires, les gens se déplacent, les gens voyagent, les gens s'échangent, enfin bon. Ouais. Et je voulais, c'est pas une obsession, mais je voulais que le festival puisse représenter en fait la nation, les nations, parce qu'elles sont vraiment diverses, les nations nordiques en Mhm, fait. Donc, on est un festival scandinave et nordique, nordique pour la Finlande et l'Islande, mais aussi on utilise le mot nordique pour le territoire québécois, le territoire canadien, et, mhm, euh, et pour qui on est en tant que population, parce qu'en fait, il y a une espèce de résilience à vivre dans un climat nordique. Je ne mhm. sais pas si les gens s'en rendent compte parce qu'ils sont nés ici, mais moi venant du sud, chez nous, quand il pleut, on sort pas. On s'adapte pas en fait. Parce qu'il n'y a aucun besoin de s'adapter. Bah, il y a Parce tout qu'en un état février, il fait d'esprit. 25 degrés. C'est ça. Il y a un état d'esprit qui vient avec la vie dans C'est le ça. temps. En tout cas, personnellement, je trouve que il y a comme quelque chose de magique en fait quand le froid arrive. Il y a beaucoup de poésie, l'atmosphère, le soleil, mais il fait un froid vraiment arctique souvent au mois de janvier, février, etc. Mais qui apporte en tout cas pour moi, je ne peux pas parler pour tout le monde, mais qui apporte selon moi un peu de poésie. Et justement, à travers toute cette poésie, à travers les échanges, finalement, il y a une vraie dimension euh, humaine à ce festival qui va plus loin qui va au-delà de la musique. C'est vraiment un échange historique, culturel, euh, humain, divers aussi. Quelle est la symbolique que toi tu mets derrière tout ça en En fait? fait, c'est cette dimension humaine qui est à l'origine du festival, plus que la musique encore. Au début, quand on brainstormait sur l'idée du festival, comment je le voyais, j'arrêtais pas de dire: «Je veux un festival où les gens se rencontrent et ils parlent ensemble», en fait. Je voulais pas juste, un public qui vienne, qui regarde un show et qui s'en aille. Comme souvent je dis ça, mais j'exagère, mais c'est vrai. Moi, je vois le festival et le public du festival comme la famille, quoi. J'appelle ça la Mm, famille efficace. mm, C'est, en fait, justement, on cherchait un nom pour le festival et on trouvait pas. Toute l'après-midi à brainstormer. Moi, j'arrêtais pas de dire: «Je veux que les gens se parlent, je veux que les gens se parlent», et on trouvait pas. Bon, on abandonne, on se dit: «Tant pis, on va trouver un autre jour». Et Ariane, qui était donc sur le CA du début de l'aventure, elle sort de chez moi et au bout de 5 minutes, elle m'appelle. Elle me dit:
Je viens de trouver! Moi, quand j'ai vécu en Suède, il y a un truc que j'adorais, c'était la fika. C'est le moment où les gens, ils se parlent entre eux. C'est un peu comme, la période de la collation ou du goûter, comme on dit en France. Puis les gens prennent du temps pour se rencontrer et pour parler et pour savoir comment l'autre y va. J'ai dit: «C'est fantastique, j'adore l'idée». Je dis: «OK, maintenant ça va être simple, on va trouver un acronyme qui a un rapport avec fika» et en fait, c'est comme ça qu'on a créé le nom du festival. Donc on a pris fika, F-I-K-A, qui est donc un mot suédois, et on a dit festival. Puis moi, je disais, ouais, mais c'est pas un festival que je veux. J'ai dit, bon, on a que ça pour l'instant, on va mettre festival. Après, on dit I. Je dis, c'est pas international non plus. Et immersif, allez. Et après, en plus, j'adore ce nom. Franchement, je remercie Ariane encore aujourd'hui parce que j'adore ce nom. Et donc, le K, je dis, attends, je vais vérifier que culture dans toutes les langues scandinaves ou nordiques, ça s'écrit avec un K. Je dis, oui, ça s'écrit avec un K. Donc, on a mis culture et on avait art. Puis je dis, ben, on oublie le mot scandinave là, ça marche pas. Et du coup, on a mis le S entre parenthèses. Et puis, j'adore ce nom-là. Puis, après, on a rajouté nordique, mais bon, on n'allait pas commencer après à mettre un N entre parenthèses et compagnie. Donc, ça reste efficace. Et puis, c'est vraiment ce qui est au cœur du festival. En tout cas, je travaille fort pour faire ça. C'est vraiment garder la taille humaine. Ouais. Que les gens se sentent privilégiés, qu'ils aient le temps, parce qu'on n'est pas, on est allé 100, 200 par concert, qu'ils aient le temps d'aller parler aux artistes, que les artistes aient le temps de parler aux nouveaux publics qui sont en train de se faire, que les bénévoles aient du temps aussi pour voir le show, parce que les bénévoles de FICAS, là, c'est hors de question qu'ils surveillent une porte pendant des heures. Non, 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 c'est important. Ils sont là pour une chose, ils sont là parce qu'ils veulent rendre service, ils sont là parce qu'ils aiment la culture. Je vois pas pourquoi ils devraient rester dans un couloir. Ça n'a aucun sens. Ouais. Donc, c'est ça. J'aime que les gens se rencontrent. Je me souviens, la première année, j'avais vu 2 personnes que je connaissais, mais qui se connaissaient pas. Et, et c'était le dernier jour de FICAS. Et je leur dis, ah, mais tiens, c'est drôle, vous vous connaissez, vous deux? Elle me dit, non, on s'est rencontrés lors de la soirée de lancement et on a fait tout le festival ensemble. Rien que d'en parler, ça me fait quelque chose. Parce que Ah! ça ressemblait, c'était exactement ce que j'avais. Oh, c'est fou, ça me fait vraiment quelque chose. C'était exactement ce dont j'avais rêvé en faisant le festival. Et donc, on crée souvent pendant le festival des petits moments où les gens peuvent prendre le café ensemble, peuvent prendre Ouais. la collation, on offre toujours à manger. Parce que c'est ça aussi, c'est le temps de, Ouais, une c'est le temps fois, de c'est c'est le le temps de temps de prendre pour s'immerser, en soi. fait, de C'est ça, s'immerser, de, prendre du temps pour s'immerger. soi, Ouais. prendre du temps pour découvrir des choses et pas penser au bus qui va passer dans un quart d'heure. Ouais. C'est ça. Donc c'est ça, c'est efficace, c'est plus que la musique ou autre chose parce qu'on est pluridisciplinaire en vrai. Mmh. C'est ouais, juste se rencontrer, oublier son téléphone 3 minutes. Et puis se rappeler qu'il y a des gens qui existent et qui sont là et qui sont ouverts aussi à la rencontre. Enfin, ouais, c'est ça. J'aime beaucoup, en fait, cet aspect très, communion, finalement, dont tu parles, de manière indirecte à travers cette exploration musicale qu'est, justement Fika. Ficas ou Fika? Ben, on s'est posé la question pendant longtemps. et, et puis, moi, je dis efficace parce que du Mmh. coup, il y a ce fameux S. Certains disent fica, mais parce que du coup, l'afficace, ça me fait trop penser au mot suédois, mais on, c'est efficace en vrai. Voilà, on va dire ça D'accord. comme ça. Écoute, merci pour cette précision. Parce que la prochaine question que j'avais pour toi, c'est bon, on va pas se le cacher, les dernières saisons ont été difficiles pour tout le monde, quel que soit le chapitre dans lequel on s'insère. Comment est-ce qu'on traverse en fait ces dernières années, puis même cette année 2003 avec les défis que ça comporte? 2023. Euh, alors, nous, quelque part, alors au tout début, quand le monde s'est arrêté grâce à notre cher ami la Covid, quelque part, on était comme chanceux parce que, alors, bon, nous, le festival, là, c'est comme les premières années, il a été fait 100% de façon bénévole. On y est, on y est allé un peu avec les occasions qu'on avait. Donc, on a fait une édition en 2016, une édition en 2017. Après, il n'y a pas eu d'édition en 2018. On en a fait une en 2019 et on avait décidé de faire une édition sur deux. Donc l'année 2020, nous, on n'avait pas de festival.
Donc on s'est dit: «Bon, bah, au moins pour une fois, c'est cool, ça nous impacte pas». Parce qu'on voyait tellement de festivals là qui étaient obligés d'annuler, enfin ça faisait mal au cœur, hein, ou bien, bah, moi je travaillais en culture à côté, donc toutes les compagnies de danse que je connaissais et cetera, annulation, annulation, annulation. Enfin bon, donc nous, à ce niveau-là, tout ce qu'on pouvait faire, c'était supporter les gens, enfin les gens, je veux dire les collègues et tout ça en culture, mais nous, on n'avait pas d'impact là-dessus. Et puis avec le temps, la on va dire la bonne nouvelle, c'est que ça me donnait plus de temps pour chercher du financement. Parce que d'habitude, bah, voilà, j'ai 1 an et demi, j'avais un travail à temps plein en même temps, donc bon, on s'entend, c'était pas non plus, on faisait ce qu'on pouvait plutôt que ce qu'on devait faire. Mmh. Donc là, on a eu comme, 2-3 ans pour chercher des subventions. Donc quelque part, ce temps long nous a permis de restructurer un peu l'entreprise et en plus, c'est la première année où on était au fonctionnement au Conseil des arts de Montréal. Donc le fonctionnement, c'est comme, ah! C'est la grande reconnaissance des conseils des arts. Ça veut dire en fait qu'au lieu de demander au projet de l'aide financière, le conseil, te montre en fait qu'ils ont confiance en ton projet et puis pendant plusieurs années, 2 ans ou 4 ans, tu n'as pas de demande à faire. Mmh. Donc nous, c'était la première fois qu'on l'avait, mais bon, avec la covid, donc on avait ce petit coussin financier, petit, hein, mais qui m'a permis de restructurer un peu l'entreprise. Parce que quand on pense à l'événement, on pense au festival, on pense à l'artistique, mais à côté, il y a une entreprise derrière. Ouais. Et quand on n'a pas beaucoup de temps pour tout faire, ben, on va au plus pressé. Le plus pressé, c'est la livraison du festival. Donc là, c'est ça, j'ai commencé à mettre un peu en place l'entreprise, j'ai trouvé une comptable, parce que bah, c'est beaucoup de choses, mais la comptabilité efficace, elle est bien faite, je l'ai faite, mais j'ai beaucoup souffert. Donc on a une comptable depuis 2020, ces choses-là. Enfin bon, du coup, on a développé la stratégie Mmh. et par contre, ce qui a été bah, aujourd'hui, je m'en souviens pas parce que c'est passé, mais ce qui a été difficile, c'était de prévoir un festival. Par exemple, nous, on devait revenir en mars 2022 Mmh. et en janvier, là, on oublie hein, tous ces trucs-là, hein. Déjà, en septembre, on a refermé. Donc Ouais. là, c'est tu vis avec la peur de OK, on referme. OK, on nous demande de faire des shows en ligne, mais je veux pas faire des shows en ligne parce que mon Mmh. côté humain, il est cassé. Et c'est bête, ça paraît, Ouais. enfin, je dirais que je fais un caprice quand je dis ça, mais c'était tellement important pour Ouais, moi. pour l'expérience aussi. Le côté en ligne, moi, ça me parlait pas du tout là. Même moi qui adore la musique, j'ai vu 2 shows en ligne qui m'ont vraiment fait du bien au cœur, mais le reste, à un moment, non, c'est pas Ouais. ça que je veux. Moi, je veux une salle, je veux des gens, je veux entendre la musique live, sinon j'écoute Spotify. Puis il y a une Mais énergie après, il aussi. fallait bien trouver des solutions, hein, je suis bien d'accord, hein, Ouais. l'énergie du désespoir, mais je comprends. Moi, c'est pas le choix que j'avais fait. J'en avais parlé à mon CA m'avait demandé, je les remercie parce qu'ils ont suivi un peu mes penchants artistiques, mais moi je voulais pas de show en ligne. Mmh. Et après il y a eu janvier, donc on s'était dit: «OK, on fait le festival en mars 2022 et puis voilà». Et là en janvier, on referme. Ouais. Et comme on est une petite équipe, moi je dis: «C'est pas vrai que je vais faire un plan C et qu'il va falloir l'annuler dernière minute». J'ai plus l'énergie pour ça, en fait. Puis en Ouais. plus, c'est l'énergie mentale parce que moi, à côté, je travaillais aussi en culture et on Mmh. souffrait aussi de ça. Ouais. Donc il y a un moment, puis je je vivais avec la peur que tout s'arrête, qu'il y ait plus Ouais. jamais de concert. Puis je me dis: «Mais s'il y a plus de concert, mais qu'est-ce que je fais à Montréal? Moi, je rentre dans mon village dans le sud de la France». Enfin bon, voilà, il y a un peu tout qui s'est mélangé, le professionnel, l'émotionnel, le personnel. Donc à un moment, je m'étais dit: «Non, c'est pas vrai qu'en janvier, quand ça referme, je vais travailler comme une tarée». Alors je suis même pas sûre qu'il y ait un festival en mars. Mmh. Donc du coup, on a fait le choix de repousser ça, boum, en octobre 2022. Mmh. Mais ça met un temps de négocier avec les subventions qu'on a reçues pour qu'ils acceptent, eux, qu'on repousse. Alors évidemment, Ouais. ils ont tous été très, 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 compréhensifs, mais c'est du temps quand même. Ouais, C'est c'est de c'est c'est l'énergie c'est c'est aussi, du temps, c'est du c'est stress, puis après on se dit: «Ah, on de a la annulé tel négociation. bah, c'est ça, on a annulé tel artiste, mais est-ce qu'il sera disponible en octobre?» J'ai été chanceuse, ils l'étaient tous, mais c'est et puis ça a été énorme, j'imagine, avec pour les gros événements, Mmh. mais ça a été tout autant, mais à une échelle, enfin, c'est juste différent, en fait,
Ouais. pour nous, parce qu'au final, le day to day du festival, je suis toute seule là. Mmh. Donc du coup, c'était, plan A, plan Ouais, B, plan C, plan D, puis on vit avec la peur que la Covid revienne et on vit avec la peur ouais, d'attraper la Covid et c'est ouais. puis nous, on a été en octobre et en octobre, la Covid a remonté et là, je me suis dit: «Eh ben, on va compter sur la chance» et on a été chanceux. On a été Mmh. super chanceux et on a fait partie des festivals qui ont pas perdu de public, hem parce que moi, je me disais: 3 ans d'absence. En plus, on est un petit festival, hein, il y en a plein qui nous connaissent pas encore à Montréal. Même la Ouais. majorité des Montréalais ne nous connaissent pas en vrai. Je me dis: «Mais ça y est, c'est fini, on nous a perdus, on nous a oubliés, pourquoi tu te bats?» Eh Mmh. ben non, les gens étaient là Ils étaient au rendez-vous. oh là là, ouais et c'est fou parce que nous, on est sur un créneau qui est quand même particulier, notamment en musique. Je parle beaucoup de musique parce que c'est ce qu'on produit à 80. Après, on Ouais. travaille beaucoup en collaboration avec, la Cinémathèque, le cinéma public, avec Mmh. Gallimard, et avec d'autres partenaires comme ça qui sont là depuis le premier jour. Mais la musique me prend 80 d'organisation de mon temps Mmh. et et on est spécialisé en musique, de personnes de la relève parce Mmh. qu'évidemment, j'aime la difficulté. Donc nous, on va souvent chercher des bah non, souvent, tout le temps, chercher des artistes, en fait, qui ont pas du tout de carrière ici, qui ne sont Ouais, absolument pas connus. Donc ouais, on demande vraiment au public de faire un gros pari de confiance sur nous, hein. C'est de bon, c'est pour ça qu'on essaye que les billets soient pas trop dispendieux parce que ouais, c'est un, entre guillemets, hein, un risque d'accepter de sortir pour des artistes que tu connais pas. Mais ouais. moi, c'est le risque que je voulais prendre parce qu'autrement il y a pas de challenge, hein. Mais c'est intéressant ce que tu dis de d'avoir ce pari justement sur, l'ouverture finalement. L'ouverture Ouais. d'esprit des gens, la volonté en fait d'explorer des gens. Mais est-ce que justement il y a pas comme une, je sais pas, une science, un savoir particulier avec les on peut pas, derrière la création de festivals? Parce qu'il y a quand même un morceau économique qui n'est pas négligeable. Tu l'as mentionné, on vit dans le cadre de festivals avec une matière de subvention, donc de fonds publics en partie, mais il y a quand même une partie aussi de fonds, qui relèvent de revenus créés par la structure. Donc oui, on met des choses qui sont accessibles et abordables, mais qu'est-ce que ça veut dire en fait? Quelles sont les pratiques? Comment est-ce qu'on en vit? Comment est-ce qu'on le rentabilise? Comment est-ce qu'on le rend profitable si ces questions-là font du sens? Oui, parce que, en parlant avec d'autres personnes qui s'occupent d'organismes culturels, il y en a beaucoup qui comprenaient pas ma vision de prendre, en tout cas, autant de risques avec des personnes, de la relève, des petits shows. Enfin, il y a un moment, ça s'additionne, ça s'additionne, ça s'additionne et c'est vrai que quelque part, on pourrait croire qu'on s'aide pas. C'est pas je mentirais si je me disais que je me pose pas la question de temps en temps. Parce que c'est sûr qu'on vit avec les subventions en majorité, on va pas se mentir, mais il faut aussi qu'on ait du financement, privé, on va dire ça comme ça, ou du financement autonome. Oui. Hem, Moi, je me suis donné le temps de développer, en fait, l'idée, comment expliquer? C'est sûr que chaque année, notre financement autonome augmente. Bah, parce que de toute façon, on le doit, parce que c'est pas vrai que en fait, c'est ça, je sais pas, alors après peut-être que je me plante totalement, mais je suis pas sûre qu'on puisse en tout cas moi, personnellement, je ne crois pas à la science de un festival qui fonctionne, c'est comme ça, ou un festival qui fonctionne pas, c'est comme ça. Si on n'est pas Coachella, ça fonctionnera pas. C'est juste en fait, c'est surtout ça dépend des objectifs qu'on a aussi derrière. Heu, Ouais. Moi, j'ai pas besoin de devenir millionnaire avec mon festival, ça tombe bien parce qu'on ne le sera pas. Hem, ma première, comment dire? Mon premier objectif, parce que j'en avais plusieurs avec ça, parce que on évolue aussi avec le temps, avec les objectifs et cetera. C'était juste de ne pas perdre d'argent et de ne devoir d'argent à personne. Ça, c'était, une obsession, ça l'est encore d'ailleurs et je me souviens la première année, notre comptable, il m'avait dit: «Ah mais c'est quoi votre fonds de roulement et tout?» Alors je lui dis
Puis il me dit: «Ah ben le résultat c'est quoi?» Alors je lui dis: «On a un petit surplus et tout», et là il se met à rigoler. Il me dit: «Vous devez être le festival le plus petit à Montréal et il vous reste encore de l'argent vous». Ben oui, parce qu'il faut être responsable en fait. Hem et attention, hein, quand je dis qu'on est responsable, en vrai, c'est des sacrifices aussi parce qu'en vrai, on a, selon moi en tout cas, toujours bien payé les gens qui travaillent, enfin à leur juste valeur, heu, le, les gens qui travaillent pour Ficas, le vidéaste, la graphiste et cetera. On a Mmh. toujours bien payé les artistes aussi. On a fait des sacrifices ailleurs, ça c'est clair et net, les sacrifices, c'est Ouais. mes 8 ans de bénévolat. Parce que du coup, j'avais une chance, c'est que moi je fais des coms, donc bah, déjà, il n'y avait pas de directeur de com ou de responsable de com. J'ai appris les premières années à faire l'administratif. Alors j'ai appris à la dure, hein, avec une autre personne bénévole d'ailleurs, parce que vraiment, il faut être entouré, hein, dans ces Mmh. moments-là, hein. Je 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 Absolument. je je ouais, j'essaye tout le temps bah, de toute façon j'oublie pas, c'est pas vrai là, j'oublie pas, mais de me rappeler vraiment tous ceux qui ont été la première année, deuxième année, troisième année bénévolement, et c'est pas les bénévoles qui sont là pendant le Mmh. festival, c'est ceux qui sont là pendant l'année. Vraiment, c'est ça. Il y en a qui m'ont appris à gérer des budgets, enfin même pas gérer, à faire un budget en fait, tout simplement. Parce que vraiment je partais de moins de 10. Hem, donc c'est ça, c'est qu'en fait, c'est ça, les objectifs, changent avec les années. Là, c'est sûr que maintenant notre objectif, c'est vraiment de solidifier le revenu, les revenus, in pas privés, enfin si privés aussi, hein, tant qu'on y est, mais les Ouais, revenus autonomes. Mais le ouais, défi, c'est d'augmenter les revenus autonomes tout en gardant nos valeurs. C'est un ouais. défi. Je sais, peut-être que je me trompe totalement et qu'on va se planter, mais moi j'y crois en fait. Je crois vraiment qu'il peut avoir une jonction entre les 2. Du coup, pas Mmh. forcément offrir des billets à 40-50 $, même si je sais qu'il y a une réalité derrière, hein. Je dis pas du tout que les gens qui chargent ça, ils se mettent de l'argent dans les poches. Absolument, absolument pas. Mmh. Mais, je pense qu'il faut un peu. Ce que tu évoques, que je trouve super intéressant, c'est que ça me fait penser à ce que je lisais dans, Conscious Capitalism de John Mackay récemment, et qui parle aussi de conscious leadership. C'est d'apporter de la valeur aux gens, mais sur des valeurs d'essence fondamentalement pour le bien-être de la communauté, mais aussi avec une entreprise qui potentiellement peut être profitable pour autant, mais en préservant l'essence de valeurs qui sont un peu plus conscientes, en fait, à travers la création de projets, de produits, de peu importe ce qu'on crée. Et c'est vraiment très, très intéressant comme dynamique, parce que je pense qu'il y a de plus en plus d'organismes, OBNL ou for-profit businesses, qui ont cette volonté-là, justement, de ne pas sacrifier finalement leurs valeurs, leur essence, leur ADN, comme tu l'as souligné, heu, juste pour du profit, Mmh. pour des questions de profit. Et je pense plus il y aura, Mais d'organisations qui auront le courage, en fait, de leur ben, identité, plus ça va peut-être le rendre en comme une vrai, norme. j'avoue, en toute modestie, que quelque part, il y a une part de courage ou de folie ou je sais pas ce que c'est. Parce que en ce moment, c'est vraiment une question que je me pose, c'est, quand je parle de valeur, c'est pas que je veux me lever un matin et arnaquer les gens, c'est pas ça. Mais c'est que des fois, je me dis, même moi, du coup, comment dire? Parce que des fois, on me dit: «Tu qu'à prendre des stagiaires». Mais ça marche pas là, je veux dire, je vais pas juste prendre un stagiaire parce qu'il est gratuit, c'est pas ça marche pas, c'est pas ce que je veux faire, c'est pas qui je suis, c'est pas comme ça que je vois le monde, Mmh. non. Je veux dire, il y a des gens, par exemple, qui souvent, il y a des gens qui sont vraiment venus pour faire du bénévolat efficace, hein. Vraiment, c'était leur envie, c'était leur. Mmh. Mais alors c'est sûr, quand on n'a rien, je le prends, mais je me suis toujours débrouillée pour que l'année d'après, ils soient rémunérés, ou bien si on a un surplus, ils soient Ouais. rémunérés. C'est hyper Mmh. important pour moi parce que je pourrais, hein, faire du greenwashing et plein de tout ça, dire: «On fait ci, on fait ça», et non, on le fait vraiment, en fait, et c'est un coût, hein. C'est un Mmh. coût mental, c'est un coût financier, c'est un Oui. coût parce qu'on se dit: «Ouais, est-ce qu'on va vers le bon endroit, en fait? Est-ce que» parce qu'on
des fois, on observe les autres choses qui se font. On se dit: «Est-ce que je devrais garder cet horaire-là pour les gens qui travaillent pour moi?» Parce que je vois qu'il y en a et c'est bien plus bas. Hem, mais Mmh. en tout cas, ça, c'est le truc, le fait que j'ai créé mon entreprise, quelque part, je peux faire ce que je veux. Et Mmh. si ça devient autre chose en termes de valeur, je veux pas que ça soit mon entreprise. Donc si à un moment, Mmh. ça va ailleurs, et ben, je lâcherai ce projet-là et puis j'en ferai un autre qui me ressemble plus, ou moi j'irai travailler pour quelqu'un et ça va s'arrêter là. Mais je veux vraiment essayer de développer. Je crois toujours que les changements, ils s'obtiennent surtout beaucoup plus dans nos vies à nous que en macro. C'est que je veux dire, on Mmh. souhaite des fois des changements dans la société et on va voter pour quelqu'un en espérant que la personne, elle te sauve. Non, je pense qu'en fait, c'est chacun si chacun se fait son petit cercle, fouf, moi je vois la vie comme ça et puis je fais un petit cercle où je garde ses valeurs et si tout le monde fait ça, le cercle il devient plus gros et on n'aura pas besoin de quelqu'un au-dessus de Mmh. nous qui nous montre, la lumière en fait. Hem, Mmh, donc mmh mh. j'ai alors vraiment à mon petit niveau, hein, mais j'essaye de f bah, en fait, c'est même pas que j'essaye, Je c'est la pars personne du que je suis, principe en fait. que j non, mais je pars du principe qu'il y a pas de petit niveau. Je toute entreprise, for profit, non for profit, tout le monde commence là Mmh. où il commence et à un moment donné, on évolue. Donc, il y a pas de Mais petit après, niveau. c'est une On question en ce avance. moment, c'est une question, on va arriver à la 5e édition. OK, comment on évolue? Parce qu'il faut évoluer. Par évolution, je parle pas Mmh. de devenir plus grand en termes d'événements, hein, pas forcément, pas du tout. C'est juste c'est Mmh. l'évolution, c'est la solidification de l'entreprise. Et donc là, on travaille avec, Mmh. bah, le CA, parce que le CA évolue aussi. Donc là, c'est un nouveau que j'ai depuis 3 ans, 4 ans. Donc on Mmh. travaille à rendre voilà, à rendre viable l'entreprise, parce que Diffusion culturelle efficace, c'est une entreprise à la fin, c'est pas forcément le festival. Comment le rendre viable tout en respectant l'idée que j'en avais au début? C'est super important de Mmh. jamais oublier l'idée qui a fait naître la chose. On peut évoluer, hein, on peut évoluer, mais je me souviens, mon graphiste, la première année, comme il comprenait rien à ce que je voulais, il m'a dit: «Tu me fais un document, tu mets les photos, tu mets les textes, tu mets tout ce qui t'inspire et comment toi tu vois ton événement». Et chaque année, je relis ce document-là pour être sûre de pas me trahir moi-même. Parce que c'est facile de se trahir en se Ouais. disant: «OK, j'ai besoin de cette sub, du coup peut-être que je vais m'arranger pour créer un événement qui corresponde à cette sub, juste pour avoir le financement». Il y en a plein qui vont peut-être dire Mmh, qu'ils le mmh font mh. pas, mais tout le monde le fait. Mais c'est bien sûr qu'il faut le faire à un moment, mais il faut pas bah, faut Faut pas se pas se perdre et perdre. faut pas se vendre, en fait. C'est parce que c'est Mmh. et des C'est fois, ce que j'avoue, ce hein, que des fois, j'en c'est tentant, hein. Et ouais, non, c'est sûr. du coup, il Bah, faut c'est toujours sûr. revenir à: «Ah, qu'est-ce que je voulais avant? Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi on n'est pas 1000 dans cette salle et pourquoi j'ai décidé qu'on était 200?» Ben, il faut que je m'en le rappelle. Et des fois, on peut oublier quand on est dans le truc, quand on est dans les chiffres, quand on est dans les résultats financiers, quand on est c'est difficile du coup de penser à l'artistique et de s'occuper des finances en même temps. C'est très compliqué. Ça casse un peu Mmh, mmh mh. la spontanéité de l'artistique, hein, on va pas se mentir, hein. Mais je suis Si mais si tu devais aujourd'hui, bah, tu regardes en fait 8 ans, à le peaufiner, vraiment à le rendre à l'image, avec l'essence qu'il y avait, à l'origine de la création du festival. Ce serait quoi si tu avais un mot, ce serait quoi? entre Ficas 1 et aujourd'hui, par exemple, l'évolution? Ouais, ouais. Si tu avais un mot qui Ah, résumerait un mot justement, positif ou négatif? peu importe, c'est un mot de ton choix. Hem, bah, j'en ai 2 enfin, j'ai 2 termes. On va d'abord parler du négatif. Il y a la perte de naïveté là. Mais je pense qu'il faut être très Ouais. naïf pour se lancer en entrepreneuriat, peut-être encore plus en entrepreneuriat culturel. La naïveté, quand je parle de naïveté, c'est pas méchant, hein. C'est juste que c'est la naïveté qui est liée au rêve. Parce que si tu as pas de rêve et si tu es pas naïf avec ce rêve-là, tu te lances. Parce que moi là,
Si je reviens en arrière, qu'on me dit: «Tu vas travailler 2 ans non-stop sans voir tes amis et tous les soucis que tu vas te faire», non, je reviens pas en arrière, je refais pas de festival, je le dis, hein. Non, il faut vraiment passer, non, non, faut pas planer. Maintenant, je sais ce que c'est. Non, 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 Ouais, non, mais c'est beau d'avoir cette naïveté-là parce qu'autrement on le fait pas. Voilà. C'est, ouais. J'aime beaucoup ce que tu partages. Moi, la naïveté, je le vois pas nécessairement comme quelque chose de négatif. Au contraire, il peut y avoir ah aussi ouais, des vraiment. avantages à être, naïf et à Bah, c'est être la un perte de cette rêveur. naïveté des fois qui me, parce que quand on est dans le quotidien là, dans le quotidien de l'entreprise, je l'ai un peu perdue cette naïveté, c'est clair, parce qu'il y a toutes les conséquences derrière et elle me manque. Elle me manque Ouais. vraiment beaucoup. Ça, j'avoue, Mmh. elle me manque. Mmh, mmh Elle est mh. toujours un peu là, mais vraiment à 20, et ça me manque, ce truc de la Mmh. première année où on se dit: «Ah bah tiens, on a une idée de festival, de d'événement 3 jours avant le lancement, on s'en fout, on le fait!» Ouais, non, là, aujourd'hui, non. Mmh. Non, aujourd'hui, je suis rendue plate. Donc là, ça me manque, et en termes, par contre, positifs, c'est fou, en fait. Chaque année, j'écris à Christopher Astrom, qui m'a donné l'idée de faire le festival et qui est venu la première année. Chaque année, je lui écris parce Mmh. que chaque année, je le remercie parce que je l'ai fait pour lui, on va pas se mentir. C'était pour le voir en live. Mais grâce à lui, j'ai tellement rencontré des gens incroyables. Que ça soit des gens qui travaillent pour Ouais. Ficas depuis toujours, les membres de tous les membres qui sont passés sur mon CA, enfin, tous nos collaborateurs, tous ceux qui sont associés, il dirait que j'ai gagné un Oscar, mais c'est la vérité. Tous les gens qui sont associés de près ou de loin à Ficas et tous les artistes qui sont venus, chaque année, je lui dis: «Mon Dieu, c'est grâce à toi», et quelque part, c'est ça qui est fou, parce qu'on aurait pu croire: «OK, j'ai réalisé mon rêve d'Efficace 1, Christopher est venu». Moi, j'aurais pu m'arrêter là, en fait. Finalement, j'avais eu mon objectif, Mmh. mais en fait, c'est q on dit souvent la phrase là: «Ce n'est pas la destinée, l'important, c'est le chemin», mais en fait, c'est C'est le chemin. tellement vrai. C'est tellement vrai. Je le remercie tout le temps parce que j'ai vraiment rencontré, pour l'instant, on n'a eu que des artistes, mais vraiment gentils, simples, avec des belles valeurs. Mon Dieu, qu'est-ce que je les aime. Je suis toujours en contact avec tout le monde, évidemment. Je et sans lui, bah, il y aurait pas eu tous ces ponts entre le Québec et la Mmh. Scandinavie. Sans lui, il y aurait pas eu la résidence, et le show de Simon Léosa et Snorri Hallgrímsson, qui est le plus beau moment que j'ai vécu. Là, pendant ce show-là, je me suis dit: «Eh mon Dieu, qu'on est loin de notre petit show acoustique de la première année». C'était malade, c'était fou, et je crois que c'est la première fois de ma vie que j'ai compris ce que c'était d'être fier de soi-même. Moi, Mmh enfin, mh. je fier, je fais ma vie, je pense pas à moi ou qu'est-ce que je ressens. Ben là, ce soir-là, je me suis dit: «Waouh!» Là, j'étais, ah ouais, j'étais fière. Je je pense que tu vas aimer la dernière question qui vient, d'un précédent, d'une Ah! précédente invitée, Anna Sandreas, et qui, partage: «Que ferais-tu si c'était ta dernière année?» Dois-je le prendre comme un signe? En fait, je suis assez en paix avec ça parce que je me souviens, lors de cette première réunion avec, le futur premier CA de FICAS, je sais pas pourquoi je leur avais dit 5 ans maximum. Je voyais pas vraiment, qu'est-ce que je pouvais artistiquement proposer après 5 ans? En fait, je sais pas trop pourquoi j'ai dit ça, mais c'est ce que je disais, 5 ans ou 5 éditions max. Après ça, j'aurai l'esprit tranquille. Donc c'est sûr que, depuis, j'ai eu le temps, hein. J'ai plein d'idées, 10 ans, 15 ans, mais si ça doit s'arrêter, bah, ça peut s'arrêter, hein. Un prochain covid, je pense pas qu'on le passe, hein, ou quelque chose comme ça. Ça peut s'arrêter, mais c'est que ce que j'ai appris, c'est une amie à moi qui me disait ça, cette semaine. Elle m'a dit: «Mais Christelle, avec tout ce que tu as appris», alors déjà, moi, la première année là, j'écrivais même pas mes mails en anglais, hein. Je veux dire, c'est mes amis qui mon Dieu, mais moi, j'ai des bons amis qui me traduisaient mes mails. Enfin, vraiment, je pars de extrêmement loin, hein, et alors que là, j'ai fait un colloque de 4 jours
en anglais. Alors mon anglais n'est toujours pas, ce n'est toujours pas la folie, mais si on m'avait dit ça il y a quelques années, non, c'était pas possible. Donc, hem ah! Excuse-moi, je suis partie là sur ça et ah oui, que en fait, voilà, je sais que j'ai appris énormément. J'ai tellement appris que si ça s'arrêtait, ça s'arrête pas, en fait. C'est juste que ce que je suis, ce que j'ai appris, les contacts que je me suis fait, les artistes que j'ai connus, on ira juste ailleurs. En fait, ça mènera juste à un autre projet, à un autre truc de vie, c'est juste une évolution. Ça efficace. Si ça continue, franchement, je suis la plus heureuse du monde, hein, vraiment, hein. Mais si ça s'arrête, c'est pas grave parce que, déjà, j'en ai 10 millions d'autres d'idées et c'est que c'était juste un instant. Puis en fait, c'est que je pense pas tout le temps comme ça, attention, aujourd'hui, je suis bien zen, hein. Mais quand on donne beaucoup, c'est ça, c'est qu'il faut pas oublier parce que des fois, on s'accroche là comme des désespérés à quelque chose et je le fais de temps en temps, j'ai mis tellement de temps, j'ai mis tellement d'énergie, faut ben non, en fait, parce qu'en fait, on oublie qu'on a appris des choses. Si ça s'arrête, on les perd pas, en fait. Elles partent avec nous, en fait. Bah oui, Oh! C'est pas Patrick ouais. Swayze qui dit ça dans Ghost? Mmh. Mais Peut-être, oui, je c'est sais vrai, pas, ça c'est fait que ça tellement part longtemps que j'ai avec pas vu nous. le Donc film. ça s'arrêtera, mais il y aura autre chose, c'est sûr, sûr, sûr. Ça sera une autre aventure, en fait. Donc Mmh. ouais, donc mais on espère que ça s'arrêtera pas, hein. Il y a encore trop d'artistes à rencontrer. Écoute, Christelle, ce fut d'une fabuleuse conversation autour de la création de Ficas. Merci beaucoup d'avoir été sur Slow is Good, de nous avoir partagé de manière très, j'allais dire en anglais genuine, mais très franche et vraiment avec cœur aussi toute ta passion pour la musique nordique. J'aurais appris quelque chose. Et on te souhaite que du bon. C'est quand la Alors prochaine c'est en édition? mars 2024, du 7 au 15 mars 2024 et le temps avance vite, donc on y est très proche. Ça Oui, paraît loin, mais c'est très proche. on y est très proche. Si on veut réserver des places, acheter des billets, où est-ce qu'on peut Alors, faire on ça? n'a pas encore annoncé, on annonce tard, nous, on annonce, en février, mais vous pouvez toujours nous Mmh. suivre, sur ficasfest.com. Alors Ficasfest, je regrette d'avoir choisi cette URL-là. C'est Ficas, F-I-K-A-S, Fest, F-E-S-T, .com, oui, .com. Et puis vous verrez, Oui. il y a tout plein de liens pour s'inscrire à l'infolette, comme ça au moins vous êtes au courant de tout. Pour devenir bénévole, vous pourrez voir la précédente programmation pour voir un peu ce qu'on fait, qui on est. Donc voilà. Et puis autrement, bah, Instagram, c'est Ficasfest Montréal, Facebook, et puis vous pouvez écrire, vous pouvez poser des questions. De toute façon, c'est moi qui suis derrière tout. Donc c'est moi qui répondrai aux messages. Ça marche. Écoute, on te remercie Merci beaucoup et à très beaucoup. bientôt. Merci d'avoir écouté ce dernier épisode de Slow is Good. Pour nous soutenir et partager votre amour, n'hésitez pas à le partager avec votre communauté, à nous suivre sur Instagram @slowisgood et bien entendu, laissez-nous vos commentaires, vos retours, vos petites étoiles qui nous sont très utiles et très encourageantes sur iTunes et Spotify. Au prochain épisode.